Je dédie cette vidéo à la mémoire de Chadwick Boseman, qui a été le visage du film qui m'a donné envie de créer cette chaîne et qui a été l'objet de ma première vidéo. Rest in Power, King T'Challa. Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur propre compteur, les récits de chasse continueront de glorifier le chasseur. Proverbe africain. Bonjour et bienvenue sur Negus Storyteller, une toute nouvelle chaîne dédiée aux œuvres et aux créateurs qui mettent en scène la communauté noire dans la pop culture. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de Queen and Slim. Bonnie and Clyde noir, Thelma et Louise version Black Lives Matter, voilà le genre de comparaison qu'on pouvait entendre à la sortie du film. Au-delà des comparaisons, je dirais que c'est probablement une des plus belles histoires d'amour qu'on nous ait contées ces dernières années. Une romance enivrante et anarchique, racontée avec délicatesse et pudeur sur fond d'événements dramatiques liés aux tensions raciales. Un fait divers qui se transforme en épopée, celle d'un garçon et d'une fille ordinaires devenant malgré eux un couple héroïque. Queen and Slim est le fruit du travail de la réalisatrice Melina Matsuka et de la scénariste Lena Waithe. La première est connue pour avoir réalisé des vidéoclips, notamment We Found Love pour Rihanna, Losing You pour Solange ou encore le plus connu Formation pour Beyoncé, pour lesquels elle a remporté des Grammy Awards. Elle dira même que c'est après avoir été embauchée par Beyoncé pour la réalisation de 4 vidéos sur l'album B-Day que sa carrière sera catapultée. Elle réalisera également des épisodes de séries TV tels que Master of None et Insecure. Melina Matsuka est née à New York, vit aujourd'hui à Los Angeles et est d'origine grecque, juive, cubaine et jamaïcaine. Le genre de sujet traité dans ce film ne lui est pas étranger car cette jeune femme, élevée dans le Bronx, qualifie elle-même ses parents de combattants de la liberté, très actifs politiquement. Elle dira de son éducation « J'ai été élevée pour comprendre comment j'allais être une activiste. J'ai choisi les arts. Cela a toujours été une valeur dans ma vie. J'ai trouvé ma passion pour le cinéma parce que j'avais l'impression qu'il avait la capacité de changer les choses. » Concernant certaines critiques adressées au film sur la représentation de la violence et des traumatismes, elle répondra que c'était une démarche volontaire afin de créer une discussion, pour interrompre le spectateur dans son quotidien et son confort, quitte à le mettre mal à l'aise. C'est ce genre de discussion qu'elle apprécie. Parlons à présent de l'autre lionne ayant donné vie à ce film, et plus précisément à ce scénario, Lena Waithe. C'est une actrice, productrice et scénariste à succès qui s'est justement fait connaître dans la série Master of None en tant qu'actrice et réalisatrice. Elle a été scénariste pour la série Bones, puis pour la sitcom How to Rock, et produit le film Dear White People en 2014 qui servira de matière pour la création de la série éponyme quelques années plus tard. Questionnée sur son inspiration pour l'écriture de ce film, elle dira « Le film est en quelque sorte le résultat de toutes les conversations que j'ai eues avec toutes les personnes noires que j'ai rencontrées. Et aussi, c'est une observation sur notre communauté, qui nous sommes, à quel point nous sommes beaux, à quel point nous pouvons être complexes et comment nous sommes résilients. Et parfois, nous ferons tout ce que nous avons à faire pour survivre. » Le film présente une mise en scène sobre mais efficace, avec une très belle photographie où on passe de moments visuellement sombres à colorés pour épouser la narration de cette épopée. La réalisatrice a réussi à créer une atmosphère puissante où elle a su capturer à la fois la beauté et la brutalité de la vie des Noirs américains et le pourquoi de ce besoin d'exubérance face aux difficultés. Pour reprendre ses mots, elle dit « C'est ainsi que nous gérons les traumatismes. Nous trouvons toujours un moyen de célébrer et de perpétuer nos traditions, de rire, de manger et de chanter. C'est juste la façon dont nous survivons. » Quand on regarde la vie des Noirs dans le monde, peu importe la latitude ou le continent sur lequel ils vivent, on comprend à quel point ce constat est juste. Les Noirs sont profondément comme ça, en tout temps et en tout lieu, et quelles que soient leurs expériences propres. Une chose qui me plaît encore plus dans cette mise en scène, c'est la capacité d'insuffler des moments de calme, de respiration, de tendresse et d'amour entre les moments critiques et stressants, sans pour autant que cela casse le rythme du film avec le risque de perdre le spectateur. Au contraire, il y a la séquence où Queen and Slim s'arrêtent pour regarder des chevaux dans un champ et où Slim va en monter un. Bien évidemment, il y a la scène où ils dansent dans le club de blues afro et d'autres scènes comiques qui sont là pour apaiser cette ambiance d'une lourdeur palpable.
Il y a une vraie force dans l'imagerie de ce film. Elle est faite d'images bien sûr, mais aussi de gestes, de paroles, de musique, avec une bande-son qui mélange sélection de hip-hop et de R&B profond, qui viennent donner une identité et une ambiance propre à chaque scène, tandis que l'intrigue principale continue d'avancer en ligne droite. Le film met en vedette Jodie Turner-Smith, un mannequin anglais, et Daniel Kaluuya, qui mène une superbe carrière avec une première apparition marquante dans un épisode de Black Mirror, suivi d'une fabuleuse prestation dans Get Out, qui lui a valu plusieurs nominations, dont celle des Oscars, et évidemment, on n'oublie pas son rôle de Cabby dans Black Panther. Concernant l'histoire d'amour, la réalisatrice dira « Je n'avais pas l'impression d'avoir grandi en voyant deux personnes à la peau sombre tomber amoureux à l'écran. Je n'avais jamais vu ce lien entre deux personnages qui ressemblent à notre Queen and Slim comme Jodie et Daniel. Je voulais vraiment participer à la redéfinition de ce que signifie la beauté noire, enfin, la beauté tout court. J'ai donc voulu utiliser le personnage de Queen comme une plateforme pour une nouvelle actrice noire. Queen and Slim n'étaient pas censés être ensemble. Ils sont trop différents et l'alchimie n'était clairement pas au rendez-vous lors de leur première rencontre au restaurant, faisant suite à leur rencontre virtuelle sur Tinder. C'est l'événement tragique qui va suivre, qui va changer la donne, où ils seront contraints de devenir vulnérables l'un envers l'autre. Au départ, Queen appelle Slim car elle a passé une mauvaise journée et elle ne voulait pas être seule, tandis que lui demande pourquoi a-t-elle pris tant de temps pour le rappeler, ce qui lui avait laissé penser qu'elle n'était pas intéressée. Lui a l'air d'être un mec bien mais plutôt banal, pas trop à la page, un honnête citoyen très croyant qui travaille dans une boutique, très respectueux des lois et pas vraiment du genre à défier un policier qui le traiterait injustement. Elle est avocate de la défense pénale, la fameuse Strong Independent Woman, plutôt solitaire et sûre d'elle, avec une pointe d'arrogance et qui ne se laisserait pas marcher sur les pieds par qui que ce soit, même pas un flic. Au départ, lors du contrôle de police, Slim est celui qui est le plus mal à l'aise et le moins courageux. Il donne du « oui monsieur »,« non monsieur »,« oui, vous pouvez fouiller ma voiture »,« oui, vous pouvez fouiller ma personne »,« non, je n'ai rien bu ». Vous savez, il est très obéissant alors que le comportement du policier est disproportionné face à la situation. Elle, c'est tout le contraire. « Laissez-moi parler à la personne au-dessus de vous. Non, vous ne pouvez pas fouiller la voiture sans mandat. Puis-je avoir votre matricule ? Je vais sortir mon téléphone pour filmer la scène. » Slim lui dira d'ailleurs à un moment donné de se calmer car il n'avait pas envie de mourir ce soir-là. Le seul moment de cette rencontre où Slim marquera un point, c'est lorsqu'elle lui demandera s'il a fait le choix de ce restaurant parce qu'il aimait vraiment l'endroit. Sous-entendu, est-ce que tu m'as emmené ici parce que t'es fauché en réalité ? Lui répondra simplement, c'est un black business. Et elle dira, touché. Waite a déclaré qu'elle avait en tête Malcolm X et Martin Luther King lorsqu'elle développait les personnages et le scénario de Queen and Slim. Décidément, cette opposition entre les noirs modérés et les noirs dits radicaux est un prisme incontournable au sein de la communauté noire. Ce que j'aime particulièrement dans le récit de cette romance, c'est le changement de paradigme des protagonistes durant leur cavale. Leur monde respectif s'étant écroulé, ils se verront contraints de devoir fuir et se cacher du monde, tandis qu'ils se révéleront un peu plus l'un à l'autre après chaque péripétie. La dureté des événements auxquels ils sont confrontés va peu à peu changer les rôles. La femme forte des temps modernes va faire tomber l'armure. Le petit gars gentil et un peu trop normal va dégainer l'épée, et finalement, deux âmes que tout opposait vont finalement se trouver pour combler les failles de chacun et faire face à cette situation totalement chaotique. Le monde brûle autour d'eux ? Ok, mais eux tombent amoureux avec douceur et sensibilité au détour d'une danse dans un club de blues, une scène qui au vu de la situation semble tout à fait surréaliste, et pourtant, à y regarder de plus près, c'est peut-être la décision la plus vraisemblable du film, le petit havre de paix que n'importe qui emporté dans ce tourbillon chaotique aurait désespérément cherché. Tout est ultra crédible et on peut vraiment saluer la performance de ce couple à l'écran pour leur habilité à nous partager leurs sentiments naissants jusqu'à leur apogée. Tandis que Queen craque et n'y croit plus, Slim, lui, prend de l'épaisseur. C'est lui qui prend la décision de tenter la fuite à Cuba. Il la soigne lorsqu'elle se déboîte l'épaule. Il la convainc de s'accorder une pause dans le club de blues alors qu'elle est terrifiée à l'idée que quelqu'un les dénonce. Il la réconforte lorsqu'elle n'y croit plus en partageant ses valeurs avec elle. La famille, la foi, l'amour.
C'est d'ailleurs touchant de voir comment elle glisse doucement vers son paradigme à lui, et c'est subtilement et intelligemment amené à l'écran par la réalisatrice. Elle demande à faire la prière lors d'un dîner alors qu'elle n'est pas croyante. Elle répète certains des mantras de Slim auxquels elle n'adhérait pas au départ, comme lorsqu'elle s'adresse à un jeune admirateur en lui disant que tant que sa famille sait qu'il existe, c'est tout ce qui compte. Cette romance est très bien écrite car elle est ancrée dans le réel. Alors que Queen reprochait à Slim de manger bruyamment, vient cette scène où ce dernier mange discrètement sans rien dire. Le regard qu'elle pose alors sur lui à ce moment-là nous rappelle à tous ce jour où on a fait un petit effort du quotidien pour faire plaisir à celle ou celui qu'on aime. C'est beau, c'est simple et c'est subtil. Une morale ou plutôt un conseil du film est de nous dire de ne pas attendre d'être au pied du mur pour éprouver les passions et les plaisirs qui devraient normalement faire partie de notre vie ordinaire. Concernant le rapport de la communauté noire avec Queen and Slim, la réalisatrice dira « Je voulais aussi mettre en valeur l'amour et l'unité noire, pas seulement l'amour romantique. L'unité noire est notre plus grande puissance contre l'oppression. Ce qui est représenté à l'écran n'est pas seulement l'amour entre deux personnages, mais l'amour que la communauté montre à Queen and Slim. Donc oui, l'amour et la bienveillance de la communauté pour Queen et Slim est bien présente, et tout comme la relation amoureuse, elle est mise en scène de façon subtile et intime, ce qui la rend encore plus touchante. Il n'y a pas de grands orateurs pour nous faire de grands discours sur l'unité et sur le combat. Il n'y a que des hommes et des femmes qui chacun, à travers des petits gestes qui parfois ne durent que quelques secondes ou quelques minutes, montreront à Queen et Slim qu'ils ne sont pas seuls, que la communauté est derrière eux et les soutient. Dans ces moments-là, on est au-delà de l'acte politique ou de la protestation. On est dans l'amour et la bienveillance pure et dure et ça réchauffe le cœur. Alors que la vidéo de l'incident devient virale, Queen et Slim deviennent des dangereux criminels pour les uns et des héros de la communauté pour les autres. Partout où ils vont, les gens les reconnaissent, les aident, les cachent. Leur fuite rappelle celle des esclaves qui fuyaient le sud raciste des États-Unis à travers un chemin de fer clandestin dont la ville de Cleveland était le dernier arrêt avant d'arriver au Canada. Les protagonistes deviennent plus des archétypes, des symboles que des personnages à part entière. D'ailleurs, pour marquer ce fait, la réalisatrice use d'une technique narrative intéressante. Les protagonistes n'ont pas de nom. On apprendra leur nom qu'à la toute fin du film, et les surnoms même de Queen et Slim ne sont jamais prononcés. Désormais, ils représentent les espoirs, les rêves, les peurs, les haines d'une communauté. Ils ne s'appartiennent plus. Leur histoire appartient à toute cette communauté. Leur image est reproduite sur des t-shirts et des peintures murales, les montrant dans des poses stylisées qui finalement ne correspondent pas du tout à ce qu'ils étaient au départ. D'ailleurs, concernant leur nouvelle tenue, qu'ils n'ont pas vraiment choisie, la réalisatrice et la scénariste diront qu'elles ont fait ce choix esthétique pour Queen and Slim car ça correspondait aux archétypes avec lesquels l'Amérique est à l'aise, tant l'Amérique noire que l'Amérique blanche d'ailleurs. C'est ainsi que l'avocate pénaliste se retrouve avec une mini-robe à imprimer zèbre, tandis que le fervent pratiquant porte un survêtement en velours. Des tenues dignes des clips de hip-hop les plus hype de la place. À titre personnel, le moment de soutien qu'ils reçoivent que je préfère est l'arrivée dans le club de blues, événement que Slim appellera leur deuxième rendez-vous après avoir réussi à convaincre la Miss de le suivre. Les clients du club les reconnaissent très clairement, et quand Slim va au bar pour prendre un verre, la patronne le lui offre et lui chuchote à l'oreille de ne pas s'inquiéter, qu'ici, ils sont en sécurité. Et c'est avec ce moment de grâce, de liberté éphémère qui leur a été offert par la communauté que nos deux fuyards vont pouvoir réellement tomber amoureux, le temps d'une danse langoureuse qui finira sous les applaudissements de cette famille d'inconnus dont ils sont devenus les porte-étendards. Pour les curieux, le vieil homme de la scène qui donnait un concert en arrière-plan, c'est la légende du blues du Mississippi, Little Freddie King. Si vous êtes mélomane comme moi, vous vous poserez forcément la question. Alors, disons que c'est cadeau. Toutefois, le tableau communautaire ne sera pas dépeint de façon totalement manichéenne. Les choses ne sont pas tout noir ou tout blanc dans cette histoire, comme dans la réalité. De l'empathie sincère et des soutiens inattendus viendront parfois du camp adverse, tandis que des coups de couteau aux lames plus aiguisées qu'un rasoir seront portés par la main d'un frère ou d'une sœur de la communauté. J'aimerais ajouter une dernière chose concernant le thème de la communauté. Il y a un point intéressant de la réalité qui met en exergue ce point.
Il se trouve que les deux acteurs jouant Queen and Slim ne sont pas afro-américains mais anglais. Et quand un journaliste demandera à Melina Matsuka comment était-ce de travailler avec deux Britanniques qui n'ont peut-être pas le contexte pour cette histoire, elle répondra qu'elle n'est pas d'accord en insistant sur le fait que la brutalité policière est un problème noir qui transcende les frontières nationales. Cette histoire de brutalité policière aux États-Unis ne date pas d'hier. Revenons à l'époque du mouvement des droits civiques. Qui étaient ceux qui arrosaient les étudiants universitaires? Qui étaient ceux qui lançaient les chiens sur la foule? Qui les frappait avec leurs matraques? Ce n'étaient pas seulement les blancs racistes fous, c'était la police. Le cinéma afro-américain a retourné le problème dans tous les sens, dans l'espoir de changer la donne de ce moment où la vie de citoyens lambda est menacée par ceux-là même qui ont normalement pour mission de les protéger. Malheureusement, le vrai changement tarde à venir, comme le dit si bien Melina Matsuka. Dans une interview, elle dit « Si vous regardez Do the Right Thing de Spike Lee, les personnages ont été aux prises avec les mêmes problèmes que ceux avec lesquels nous luttons aujourd'hui. Depuis, peu de choses ont changé en termes de brutalité policière. Les Noirs sont toujours appelés à pleurer publiquement, à mendier un peu de justice, à se réconforter avec des mensonges inertes sur la probabilité que ce genre de choses s'arrête dans un proche avenir. Mais aussi vrai que le mouvement Black Lives Matter n'a jamais pris autant d'ampleur que depuis la mort de George Floyd, des voix au sein de la communauté noire s'élèvent également pour dire qu'il faut cesser de mendier l'égalité les larmes aux yeux et qu'il faut l'arracher avec force et dignité. By any means necessary, pour reprendre les termes de notre illustre prédécesseur qu'il est inutile de nommer. L'héroïsme est entièrement une question de contexte et de point de vue. Dans une guerre ou dans un combat, les héros des uns sont les bourreaux des autres. Dans ce film, le choix a été fait de donner plus un rôle de héros qu'un rôle de victime au protagoniste. Et c'est peut-être de ça dont nous avons le plus besoin. Nous comptons déjà bien trop de martyrs dans nos rangs, à présent, place aux héros. Melina Matsuka dira que ce film est là pour honorer ceux qui sont morts au front, ceux qui menaient une guerre alors qu'ils ne le savaient même pas et qui ont donné leur vie sans le vouloir. Elle déplorera que les Noirs sont plus souvent célébrés dans la mort que dans la vie. Cette phrase est aussi vraie pour les anonymes tombés sous les balles de la police que pour nos leaders, souvent décriés et conspués de leur vivant, comme l'ont été des personnalités telles que Malcolm X ou Marcus Garvey, avant de devenir des héros martyrs à leur mort, alors qu'il aurait été beaucoup plus sain de les soutenir de leur vivant plutôt que de les laisser se sacrifier pour une communauté souvent jugée ingrate envers ses porte-voix les plus radicaux, comme le veut la formule. Cette façon d'iconiser nos combattants une fois qu'ils sont morts est d'une hypocrisie incompréhensible. Durant leur épopée, Queen and Slim sont confrontés à des rappels de l'héritage raciste de l'Amérique. Des prisonniers travaillant dans un champ dans le sud, des policiers en tenue anti-émeute lors d'une manifestation qui tourne au vinaigre. Même le choix de tenter la fuite à Cuba fait forcément écho à l'histoire du radicalisme noir à travers le personnage d'Assata Shakur, toujours recherché pour meurtre par le FBI suite à un incident en 1973 qui présente des similitudes avec l'histoire de Queen and Slim. Au final, la réalisatrice nous dira « Nous vivons dans une zone de guerre, c'est devenu normalisé. Je ne sais pas comment traiter cela. J'espère que les gens sont ouverts et qu'ils verront ce qu'est l'expérience noire. C'est quelque chose que nous vivons tous les jours de notre vie dès que nous sortons de chez nous. J'ai peur pour la vie de mon homme, pour celle de mon père, pour la vie de mon frère, de mes cousins, tous les jours quand ils montent dans une voiture. Un flic peut arriver et cela peut aller de différentes manières. » Et au moment même, j'écris ces lignes. Ces mots de la réalisatrice semblent comme une vérité actuelle qui fait froid dans le dos. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. Melina Matsuka nous dit « La culture noire est la plus grande marchandise au monde. Elle est expédiée dans le monde entier, nous est volée, exploitée, puis sous-estimée. C'est vraiment important pour moi de le présenter sous un beau jour, de montrer que la vraie valeur de la vie, c'est la communauté, et non pas ce que vous avez ou ce que vous possédez. Ce film nous sert l'amour comme un baume contre l'oppression. Un de ces films remplis de détails délicieusement distillés ici et là, c'est un film terriblement tactile. C'est comme la séduction. Soit le charme opère et l'alchimie prend, soit ça ne prend pas. Quoi qu'il en soit, c'est très agréable de regarder ces personnages se transformer, passer de personnes ordinaires à emblèmes de toute une communauté, dont l'image sera reproduite sur des murs et des t-shirts.
C'est aussi agréable que d'assister à la transformation d'un super-héros qui va découvrir à ses dépens qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et qui va endosser ce rôle malgré lui. Ce film est beau, car au-delà de la toile de fond dramatique, ce qui survole l'ensemble, c'est l'évolution des personnages, leur parcours initiatique, les sentiments qu'ils ressentent et qu'ils nous font ressentir. Ils nous rappellent comment des vies noires débordantes de potentiel peuvent se retrouver brisées en plein vol en un instant. Les moments chaotiques nous marquent car ils sont spectaculaires, mais au final, ce sont les moments de douceur, d'amour et de réflexion que l'on retient encore longtemps après le visionnage du film, comme si nous étions dans un rêve qui nous rappelle que même l'obscurité peut être belle. Au niveau du scénario, je regrette que l'histoire entre Queen et son oncle Earl, superbement interprété par Bokeem Woodbine au passage, n'ait pas été un peu plus poussée, ce qui aurait donné encore plus de profondeur à toute cette histoire et au personnage de Queen elle-même bien sûr. On doit se contenter de quelques déclarations, alors même que l'on sent bien que cette tragédie était une potentielle mine d'or en matière de caractérisation psychologique et émotionnelle du personnage. Cette histoire à elle seule aurait aisément justifié la femme qu'était Queen au début du film. Enfin, je finirai avec les mots de la réalisatrice, encore une fois, concernant son rôle dans l'industrie en tant que femme noire. C'est là qu'elle nous dit « Tous les jours, je ressens de la pression pour bâtir sur l'héritage de ceux qui m'ont précédé et aussi de la pression pour créer et ouvrir des portes pour les personnes suivantes. Nous ne commettons pas d'erreurs, nous devons réussir. Quoi que nous faisons, nous ne pouvons pas échouer. Les opportunités sont rares et espacées. Il y a ce fardeau incroyable de porter notre communauté et de faire de la place non pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la personne suivante. Et la seule façon de le faire, c'est d'être excellent. » Finalement, la réalisatrice répond à la question que Slim pose au début du film, à savoir, pourquoi les Noirs doivent-ils toujours être excellents? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement être normaux? La réponse, parce que ce qu'on fait, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi et surtout pour les générations qui nous suivront. À nouveau, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter pour pousser plus loin la réflexion ensemble. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer les futurs épisodes, mettez un pouce bleu et surtout, partagez cette vidéo si le contenu vous a plu. Ce sera ma meilleure récompense pour le travail effectué. Je vous donne donc rendez-vous à très bientôt, jusqu'à ce que le lion nous raconte sa propre histoire.